Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à votre émission Point 7. Point 7, cette émission qui permet de faire le décryptage des différents sujets de l'actualité qui sont produits au cours de la semaine. Aujourd'hui, en studio avec moi, deux confrères. Stanislas Samoa, bonjour. Bonjour à vous, Peggy Ludovic Dagua, bonjour à toutes et à tous. Zachary Gambo, bonjour. Oui, bonjour Peggy, bonjour à tout le monde. Bonjour les auditeurs aussi. Vous êtes journaliste, vous êtes directeur de publication du journal La Flamme. La Flamme du Golfe. La Flamme du Golfe, voilà. La Flamme du Golfe qui paraît quand même à Abomey-Calavi. Oh oui, justement. C'est dans Abomey-Calavi ce journal. Ah, d'accord. Parce que c'est quand même venu quelquefois dans nos box pour la une des journaux sur Matin d'Éden. Et c'est un journal que nous connaissons très bien. Zachary Gambo, heureux de vous retrouver dans cette émission pour 52 bonnes minutes ensemble. C'est moi. Vous avez suivi un peu le chef de l'État, son discours sur l'état de la nation, jeudi 8 décembre 2022. Oui, je l'ai suivi en filigrane. En filigrane? Ouais. Pourquoi en filigrane? Parce que j'étais sur beaucoup de rendez-vous, mais cela ne m'a pas empêché de le suivre. Quand je dis en filigrane, c'est parce que je ne l'ai pas suivi entièrement, mais j'ai suivi les grandes lignes de son discours. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous aura marqué dans le discours du chef de l'État? Bon, est-ce que je vais dire quelque chose m'a marqué? Dans son discours, il a présenté un discours bilan. Et ce qui est très bien, ce qui est en fait, reconnu par notre constitution en son article 72 et modifié par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019. Donc le chef de l'État était devant la représentation nationale pour présenter l'état de santé de notre pays. Et particulièrement, en fait, s'il faut donner une note à ce discours, je ne serai pas loin de donner 14-15. 14-15, oui. Pourquoi? Quels sont vos critères de notation? Bon, mes critères de notation sont que c'est un discours plus ou moins exhaustif. Voilà. Et il a fait en même temps des perspectives pour l'année 2023. Et le point qui m'a intéressé, mais qui en même temps me laisse un peu perplexe, c'est la revalorisation des salaires des travailleurs de l'administration publique et même aussi du privé. Bon, au niveau du privé, c'est pas encore ça. Donc voilà un peu mes critères de notation. D'accord. Nous allons revenir à vous dans un instant, le temps d'écouter les premiers mots de Stanislas Samoa dans cette émission. Vous, qu'est-ce qui vous aura marqué, Stan? Alors, dans ce discours du chef de l'État. Non, d'abord, la forme m'aura marqué déjà parce que c'est un discours qui a duré environ une cinquantaine de minutes, 45-46 minutes pour être plus précis. Et voilà, un discours aussi teinté de notes d'humour. Voilà, ça ne vient pas souvent. C'est vrai que
Beaucoup s'imaginent le chef de l'État, personnalité politique, premier des Béninois, très sérieux dans son travail, dans sa rigueur, sa méthode, mais il n'en demeure pas moins... La mine souvent dure. Justement, la mine souvent dure. Une allure martiale. Exactement. Quand vous le voyez dans la démarche, c'est un monsieur très très rigoureux. Exactement, il est imposant, rigoureux dans la démarche, méthodique. Et donc, cela ne lui enlève pas le côté humain, justement, auquel on a eu droit ce jeudi devant la représentation nationale. Cela prouve que c'est un être humain, avant tout, qui a des émotions, qui peut les partager, les communiquer aussi. Et donc, quand je suis les images et qu'il demande, par exemple, aux députés d'applaudir, quand il a évoqué l'aspect de la représentativité des femmes pour la prochaine législature, les femmes ont applaudi. Il priait ou il demandait presque que ce ne soit pas que les 24 femmes exigées par la loi électorale, par la loi, voilà, qu'il y en ait plus. Un peu plus, voilà. Il a remarqué que les hommes n'avaient pas applaudi. Applaudi, voilà. Il a demandé d'applaudir. Voilà. Donc, c'est quand même bien d'avoir ces notes d'humour là, parce qu'après tout, nous sommes des humains. Et voilà, le travail de la République est assez stressant, qu'on peut aussi se permettre de temps à autre ces notes d'humour là. L'autre chose aussi, parlant toujours d'humour, c'est que quand il annonçait la revalorisation salariale à certains niveaux, il disait un peu ceci, je le paraphrase, il dit je n'en crois pas mes yeux ni mes oreilles. Et il l'a dit et ça a fait sourire beaucoup. Donc voilà quoi, c'est de ça qu'on avait aussi besoin. Rester trop crispé, rester dans le dur tout le temps, non. On a aussi besoin d'être détendu parfois. C'est aussi ça l'être humain. C'est aussi ça ce qui a toujours caractérisé le Béninois. Voilà, donc si vous voulez, on peut aller dans le fond. Oui, allons-y, puisque vous évoquez déjà la question, l'une des questions névralgiques, on va dire. Exactement. Pas cet temps qui court, c'est la revalorisation du salaire. Justement. Et un peu avant, on va dire que c'est ce qui fait le lit de l'échec ou de la mine, de la grise mine de l'économie au Bénin, parce que le chef de l'État a semblé, donner pour cause de cette morosité ambiante, de cette morosité économique, la guerre en Ukraine. Oui, mais nous le savons tous, il n'a pas inventé la guerre en Ukraine. C'est une réalité qui dure depuis près d'un an déjà. Ce que bon nombre de personnes ne comprennent pas, Stanislas Samoa, peut-être que vous allez les aider à mieux comprendre quel est le lien qu'on peut faire sur le renchérissement des coûts des denrées de première nécessité avec cette guerre en Ukraine. C'est quand même à des millions de kilomètres de nous. Mais comment une guerre entre eux là-bas peut-elle impacter? Et c'est vrai que sur le plan mondial, un peu lors des forats internationaux, la question a été stigmatisée et tout, mais le petit Bénin, qui est loin, dans son coincé entre le Nigeria et le Ghana, pardon, mais comment on peut dire ça? Comment on peut comprendre ça? Alors, c'est un défaut d'information au niveau des populations que de ne pas comprendre un peu cette relation qu'on pourrait établir entre la guerre russo-ukrainienne et la situation au Bénin. Je prends juste un seul exemple. Vous auriez remarqué que au début du déclenchement de cette guerre, il y a eu la surenchère au niveau du prix de la baguette de pain. Tout simplement parce que l'Ukraine fait partie des 2 premiers pays au monde exportateurs de ce intrant-là, le blé, qui entre dans la constitution, dans la production du pain. Et nous savons, les statistiques sont là, que le Béninois aime consommer du pain. Ça fait partie de l'un des produits... Il n'y a pas que le Béninois. Au quotidien. On va dire l'homme consomme le pain. Oui, puisque vous parlez du Béninois et que je voudrais faire la parallèle justement pour que les Béninois qui nous suivent puissent mieux comprendre. Voilà. Donc, le Béninois aime consommer du pain. Donc, ça vient dans son alimentation au moins 2 à 3 fois par jour sous différentes formes. Et donc, quand cette guerre se déclenche, l'exportation de ce produit vers les autres pays est bloquée. Le circuit
d'exportation aussi est suspendu parce que avec la guerre, avec les difficultés aussi, ce pays doit engranger des ressources pour ne pas tomber dans la faim. Donc, ceci mis dans cela, ça a fait que les pays destinataires, les pays comme le Bénin, dont la finalité était de recevoir ce blé-là produit en Ukraine par exemple, ne pourront plus avoir accès parce que justement la guerre a été déclenchée. Et c'est ça qui a expliqué, pour ne prendre que cet aspect-là, la surenchère au niveau du prix du baguette du pain, voilà, cette surenchère à laquelle on a eu droit il y a quelques mois en arrière. Heureusement que les choses sont entrées dans l'ordre. Donc, sur plusieurs autres aspects aussi, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a une ressource essentiellement fiscale. Nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de diamants. Nous prions pour en avoir. Et donc, nous dépendons de l'extérieur par rapport à beaucoup d'autres intrants. Et donc, quand cette guerre se déclenche, eh bien, il y a forcément des répercussions sur l'ensemble des pays, notamment le Bénin qui est un pays en voie de développement, faut-il le rappeler. Donc, j'ai pris juste cet exemple pour montrer à quel point des guerres qui sont déclenchées à des milliers de kilomètres peuvent avoir des impacts directs et très difficiles sur le quotidien des populations. Voilà. Mais à ce niveau, vous n'avez évoqué que le blé. Il y a d'autres denrées. Oui, il y en a d'autres, justement. Mais tout cela, a connu un renchérissement de coûts. Tout est devenu plus cher aujourd'hui. Oui, la cherté des prix n'est pas qu'un phénomène propice au Bénin, c'est au niveau de la sous-région et même avant le déclenchement de la guerre en russo-ukrainienne, il y avait que la cherté des coûts des produits se faisait ressentir aussi au niveau sous-régional. Je me rappelle qu'il y a eu un sommet de l'Union africaine qui, entre autres sujets, s'est déjà penché sur la question de la cherté de la vie parce que les États africains en leur sein ont commencé par remarquer que c'était pas qu'au plan local, c'était pas que propre à un seul État, mais c'était un phénomène dans la sous-région. Et donc, la conjoncture économique est dans les difficultés. Vous avez remarqué, il y a près de 2 ans en arrière, le Nigeria qui avait fermé ses frontières, le Nigeria de qui nous dépendons, notamment par rapport à tout ce qui est ressources, importation, transit par rapport aux ressources pétrolières, l'essence et tout ce qui va avec. Le Nigeria qui avait fermé ses frontières, ça nous avait chauffé dans le temps suffisamment. N'eût été la résilience observée par le gouvernement en place et puis les choses qui ont été mises dans l'ordre progressivement par la suite, on aurait assisté peut-être à une situation plus difficile de ce côté-là. Et donc, à une asphyxie. À une asphyxie totale parce que nous n'avons pas de richesse minière, nous n'avons pas de ressources du sous-sol et quand vous dépendez des eaux, c'est difficile. Et quelqu'un l'avait dit par caricature il y a quelques années en arrière que quand le Nigeria éternue, c'est que le Bénin est pratiquement... Le Bénin est enrhumé. Enrhumé, voilà. Nous sommes dans l'agonie. Et donc, ici, c'est de travailler maintenant à avoir plus de ressources internes. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs salué récemment la décision prise par les autorités gouvernementales d'interdire l'exportation de certains produits, de certaines ressources, j'allais dire, parce que quand déjà au niveau de la production, ça ne suffit pas pour la consommation locale et que vous vous permettez d'en faire l'exportation, c'est que petit à petit vous tuez l'économie. Et donc cela devrait ça n'a pas raté, il y a eu des situations criardes au pays. Exactement. Des déficits de ces produits alimentaires qui, ma foi, ont créé de la surenchère à long terme. Exactement. Donc c'est de travailler maintenant à avoir plus de résilience et à beaucoup plus travailler pour la production locale, qu'elle soit davantage abondante pour faire face à ça. Donc, le chef de l'État n'a pas inventé, ce n'est pas un alibi qu'il a trouvé quand il parle de la guerre russo-ukrainienne, mais c'est un fait qui existe et qui est venu, selon moi, exacerber les difficultés qui existaient déjà, parce que les difficultés étaient là, mais la guerre entre la Russie et l'Ukraine est venue justement exacerber ces difficultés au niveau des populations. Mais quand c'est comme ça, Zachary Gambo, quand c'est comme ça, le chef de l'État devrait quand même prendre des mesures pour évidemment empêcher ou endiguer les différentes conséquences dommageables pour le pays. Oui, c'est vrai, Peggy, mais je vais retourner un peu en arrière pour dire que c'est vrai que ces difficultés existaient, c'est-à-dire la cherté de la vie existait avant cette guerre russo-ukrainienne.
Et nous n'allons pas mettre tout sur le coup de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons des produits intérieurs, nous avons des produits locaux. Je prends par exemple l'huile. Tout à l'heure, mon confrère a pris l'exemple du blé. Du pain. C'est vrai, du pain. Donc, nous savons tous que le blé quitte l'Ukraine pour quand même venir au Bénin. Mais l'huile, qu'est-ce que nous allons dire de l'huile? L'huile de palme, l'huile d'arachide, tout ça a pris du prix. On a fait la surenchère au niveau de ces produits-là. Donc, ce n'est pas nécessairement la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ce que nous assistons aujourd'hui. Donc, il y a plein de produits locaux sur lesquels qui ont connu la flambée, c'est-à-dire une flambée inexplicable. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que le chef de l'État ne peut pas quand même déjà prendre des dispositions pour amener peut-être des subventions au plan national? Bon, il fait. Il a fait ce qu'il pouvait faire en subventionnant certains produits. Je ne peux pas dire exactement les produits, mais il y a le riz aussi. Il y a déjà le blé. Le blé qui a été subventionné parce que le gouvernement a négocié dur avec les producteurs de pain pour maintenir le prix. Donc il y a ces subventions-là. Et en fait, il vient aussi de prendre une mesure qui devait être prise depuis parce que beaucoup de pays l'ont précédé déjà dans cette disposition-là, c'est-à-dire la revalorisation des salaires des agents permanents de l'État ou bien des ACDPE, c'est ça qu'ils disent aujourd'hui, non? Donc c'est une mesure qui vient atténuer un tant soit peu la douleur des citoyens que nous sommes. Donc voilà ce que je peux dire. Donc nous n'allons pas tout mettre sur le coup de la guerre Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Justement, Stan, à moi, dites-moi, ce que dit Zachary Gambo n'est quand même pas dénué d'intérêt, de pertinence. Regardez un produit comme l'arachide. Je ne sais pas si ces derniers temps, il vous est arrivé d'être pris par l'envie de délayer du gari et de commander, l'arachide qui d'ordinaire de 25 francs nous permettait quand même de ne pas beaucoup en prendre et d'être satisfait avec la quantité de gari que nous avons mis. Mais aujourd'hui, vous pouvez même acheter 100 francs d'arachide, mais vous n'êtes pas sûr d'aller au bout de votre portion de gari. Pourtant, l'arachide est produite au Bénin. Le climat est quand même propice. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que, il y a eu cet amaigrissement, cette cure d'amaigrissement de l'arachide de 25 francs? Oui, c'est ce que je disais. En fait, je voudrais quand même rectifier pour dire que j'ai parlé de la guerre russo-ukrainienne en termes d'exacerbation des difficultés qui existaient déjà. Donc les difficultés existaient, mais le conflit russo-ukrainien est venu exacerber ces difficultés. C'est ce que j'ai dit. Donc on ne va pas tout mettre évidemment sur le conflit. Mais ce conflit est venu quand même enfoncer le clou davantage. Alors, en cela qui n'a pas permis la recherche de solutions efficaces. Justement, parce que quand je prends l'exemple de ce que vous dites, chassant l'autre. Justement, quand je prends l'exemple que vous évoquez, il y a que au Bénin ici, par exemple, et c'est tout ceci qui a amené les pouvoirs publics à interdire l'exportation d'un certain nombre de produits, parce que il y a des producteurs locaux, notamment quand je prends la zone frontière entre au niveau du Nord Bénin, au niveau de Niki, Parakou, Tchaourou et autres. Il y a que certains producteurs ont des récoltes, ils ont des produits, mais ils se disent que ils les stockent. Ils se disent que en les vendant sur le marché interne, ils ne vont pas faire le bénéfice qu'ils auraient souhaité. Donc ils préfèrent plutôt vendre ça au niveau des pays frontaliers, au nord du Bénin. Voilà, je pense notamment au Niger. Merci beaucoup. Et donc, ils préfèrent vendre ça là-bas.
Et ils disent aux autochtones que bon, les produits sont finis, alors que ce n'est pas fini. Ils font, en termes économiques, il y a une expression qui m'échappe. Et donc, ils font du protectionnisme. Oui, merci, voilà. Ils font du protectionnisme et ça fait que, au plan interne, on souffre du manque de ces produits, alors que ça existe. Donc, quelque part, c'est de la mauvaise foi de ces producteurs locaux-là. Et donc, ils le font. Je suis pas d'accord avec vous. Ils le font. Mais ça existe, justement. Si le produit, c'est pour gagner beaucoup. Non, vous savez. Alors, si j'ai la possibilité de gagner plus en vendant ailleurs qu'à vous, à l'interne. Vous n'allez pas chercher votre profit sur le dos, justement, du Béninois, parce que c'est ça qui fait le débat que nous faisons aujourd'hui. Oui, mais... Parce que si les choses coûtent cher, mais ça... Trouver la solution. Les difficultés, trouver la solution pour en produire plus. Oui, mais la solution, c'est déjà commencer par interdire les exportations, parce que si on ne les interdit pas, eh bien, ils vont tout produire ici. Mais ça, c'est un problème. Mais vendent tout ailleurs. Allons en manquer. Cette interdiction, normalement, ne devrait pas venir. Nous sommes dans une économie libérale. Non, mais l'État est soucieux quand même de protéger déjà ses citoyens, parce que si nous ne mangeons pas, attention, c'est difficile. L'État peut encourager la production, une meilleure production de ces produits-là. Oui, mais l'État ne manque pas d'encourager la production locale. En subventionnant, par exemple, en suscitant des initiatives pour aller dans le privé, dans l'agriculture, mais l'État pourrait régler ce problème. Vous savez, ce n'est pas que la seule solution. Je pense que l'interdiction des exportations, oui. Encore que même si c'est interdit, il y a certains qui trouvent toujours les moyens pour contourner. Mais je pense aussi que par rapport à ça, sur la cherté de certains produits, l'État a eu, et le chef de l'État, lors de son discours face aux députés, a rappelé qu'il y a plus de 135 milliards, si ma mémoire est exacte, injectés pour permettre pour subventionner certains produits et pour permettre aux Béninois d'avoir une meilleure accessibilité de ces produits-là sur le marché. Donc, mais des expériments, les prix restent toujours hauts par rapport à ces produits pourtant subventionnés. Non, je ne pense pas. Si vous prenez le cas de l'huile d'arachide, par exemple, ces derniers temps, pour ce mois de décembre, c'est venu jusqu'à 1000 francs le litre. Moi, je connais 1200. Non, vous allez en trouver à 1000 francs le litre. Et j'en ai même fait l'expérience. Et ça m'a même surpris parce que on a tous encore en mémoire cette flambée vertigineuse du 1300, prix les fameux 1300. Justement, mais même homologué par le gouvernement. Oui, même avant ce qui a été vraiment surprenant. Tout à fait. Même avant ça, on a pris ça à 1400, 1500, voire 1600 à des endroits. Ouais. Mais l'huile d'arachide, pour ne prendre que cet exemple, est à 1000 francs à certains endroits. À l'heure où je vous parle, oui, tout à fait. À l'heure où je vous parle. Il va falloir faire un tour au marché. Oui, tout à fait. C'est Khalid Gambo. Je voudrais réagir juste par rapport à la politique c'est-à-dire à l'interdiction du chef de l'État qui dit que les produits locaux ne doivent plus sortir de leur territoire. Mais là, c'est vrai, le paysan, vous l'avez dit, le paysan qui a cultivé a besoin de l'argent. Et je prends juste l'exemple de soja. Soja est interdit d'exportation. Mais regardez un peu, voyez un peu le coût que l'État a fixé par rapport au kilo de soja. 190 francs. Alors qu'au Togo, quand le paysan amène son soja au Togo, il vend ça à 500 le kilo. À 600 francs le kilo. Donc, cette politique de vouloir garder tout ici, est-ce que ça arrange le paysan? Ça ne l'arrange pas. Donc, si le gouvernement doit prendre une mesure, c'est d'abord fixer un taux qui permet de satisfaire, bien de contenter tous les paysans. On ne peut pas quand même dire 190 francs le soja au kilo et à 500 francs au Togo à côté. Là, nous sommes dans quel pays? Vous êtes au Bénin. Nous sommes au Bénin, mais le Bénin n'est pas aussi. Le Bénin n'est pas. Les mêmes choses ne se valent pas au Bénin qu'au Togo. Le Togo a sa politique de prix. Oui. Le Bénin a la sienne. Mais justement, quand c'est comme ça, moi cultivateur ou bien paysan, quand je cultive, je suis tenté d'aller là où c'est plus cher. C'est plus cher. Et donc, c'est une opportunité aussi. Voilà. Donc, si ce que je voudrais dire, quand c'est bon d'interdire, c'est-à-dire l'exportation de ces produits-là, des produits locaux, mais la politique serait qu'on fixe les prix pour permettre aux paysans
de bénéficier de leur production. D'accord. C'est tout ce que moi je voudrais dire. D'accord. Sinon, ce n'est pas bien qu'un paysan, par exemple, comme on est en train de faire pour le coton, on peut le faire pour d'autres produits. Là, Alors, ça ne va plus sortir du territoire. Du territoire national. Alors, Zachary Gambo, les prix coûtent, les denrées coûtent cher. Le gouvernement augmente le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Est-ce que quand même, il n'est pas dans la logique d'adoucir la pilule aux populations? Bon, et c'est ce que nous pouvons dire. C'est ce que nous pouvons dire, que le gouvernement est en train d'adoucir au fait la peine de la population. Mais moi, quand j'ai suivi un peu le conseil des ministres d'hier mercredi, j'ai parcouru un peu, j'ai lu un peu les différentes fourchettes d'augmentation. Déjà, on peut déjà encourager le gouvernement. 66%, 50%, voilà. 40%, mais 30%, 30%, 40%. Jusqu'à 10%. Jusqu'à 10%. Non, est-ce 10%? Non. Je vois 12%. Il me semble que c'est le bas. Et c'est ceux-là qui ont le gros salaire qui ont 12%. Mais nous pouvons dire que c'est bon. La démarche est encouragée. Mais est-ce que c'est suffisant pour compenser la peine des populations face à la charité? Béninois, vous criez. Vous criez il y a quelques instants, mais à peine on vous met un peu dessus et vous criez. C'est vrai, on n'a pas accepté déjà ce qui est arrivé. Non, tout le monde a applaudi. Prenez déjà. Jusqu'à ce que les députés aussi ont applaudi. C'est ce que c'est ce débat que j'ai fait avec un ami. Le député n'est pas là pour applaudir. Le député n'est pas là pour applaudir, mais pour apporter sa contribution. Oui, mais si le député sent qu'il est écouté dans ses suggestions, dans ses propositions, il sera content quand même. Bon, tant mieux. Oui ou non? Le cas, vous demandez quelque chose, vous demandez quelque chose avec insistance sur une durée assez longue, et finalement, mais là, votre papa finit par vous l'accorder. Vous allez quand même dire merci. Oui, merci. Alors, vous êtes content. Et maintenant, vous allez reprendre peut-être d'autres revendications. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est vrai, c'est une bonne démarche, c'est une très bonne mesure, mais le point indiciaire, ce n'est pas parce que ce qui est proposé, les différentes fourchettes qui sont proposées, n'accompagnent pas le fonctionnaire à la retraite. On devrait beaucoup plus, selon moi, on devrait beaucoup plus s'appesantir. Ça n'accompagne pas? Ça n'accompagne pas jusqu'à la retraite. Le point indiciaire? Non, le point indiciaire a été seulement révisé de 3% ou bien de combien de temps? Oui, c'est 3%. De 3%. Ce qui accompagne la retraite. Mais quand on dit, celui qui a un salaire entre 50 000 et 100 000 à 40 ou 45 000 francs, ça ne l'accompagne pas à la retraite. Pourquoi? Non, c'est ça. Son nouveau salaire ne va pas l'accompagner? Non, ne va pas l'accompagner à la retraite. Dès qu'il est à la retraite, on lui reprend ce qu'il prend chaque fin du mois mensuellement. Mais c'est parce que le chef de l'État a expliqué. Non, lisons bien les choses. C'est seulement quand ça accompagne l'indice que ça accompagne à la retraite. D'accord. Mais si ce n'est pas, si c'est seulement ajouter 20 000, 30 000, c'est pendant que tu es en activité que tu jouis de ça. Mais quand tu n'es plus en activité, c'est fini. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui est un peu déplorable. On devrait faire en sorte que la révélation impacte beaucoup sur les indices, c'est-à-dire l'indice salarial. D'accord. Là, tout le monde, même ceux qui sont à la retraite, pourront bénéficier. Et celui qui est à la retraite aujourd'hui, sur 100 000, à peine il a 2400. Sur les 100 000. C'est la réalité. Donc, le gouvernement devrait agir à partir de l'augmentation, de la présente augmentation. Oui. Parce que le chef de l'État a dit que les retraités n'ont pas été oubliés par cette mesure. Justement, n'ont pas été oubliés. Voilà ce qui a été proposé aux retraités. Voilà ce qui a été proposé. Sur 100 000, le retraité a 2400 francs. Wow. Parce que là, ils ont agi sur l'indice salarial et ça a donné ce taux-là. Ce montant-là. Donc il est très réduit, il est très bas. Oui, très bas. C'est à moi. Alors, sur cette question, je ne partage pas trop l'avis de mon confrère. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un adage assez connu de chez nous qui dit que si ce que tu as acheté avec ton propre argent ne te suffit pas, ce n'est pas le surplus
qu'on t'accorde qui va te suffire. Alors, moi, je pense que l'État a fait un effort, même si je le dis toujours, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Mais l'État a déjà fait un effort de revaloriser les salaires et d'inclure, ne serait-ce que dans une infime partie, les personnes retraitées. Parce que j'ai bien suivi le chef de l'État qui a dit que les retraités ne sont pas oubliés. Et quand je prends votre exemple, justement, c'est que même si c'est que sur 100 000, ils ont 2 000 francs, c'est quelque chose. Que serions-nous en train de dire si les retraités n'avaient pas été pris en compte? Parce que quand on a toujours parlé, on a fait ce débat longuement et à plusieurs reprises sur la revalorisation des salaires, très peu de personnes avaient leur regard sur les retraités. C'est que pour eux, ceux-là, ils sont finis déjà. On a souvent parlé, et dans tous les forats, sur tous les plateaux d'émission, partout où moi je suis passé, on a souvent parlé des fonctionnaires en activité, des travailleurs de l'État. Mais si l'État en lui-même s'est réuni et a parlé des personnes qui sont à la retraite, ça veut dire que quelque part on est soucieux de leurs conditions de vie. Et moi je suis déjà heureux que quelque chose leur soit accordé, ne serait-ce qu'une petite partie. C'est déjà un début. Mais il faudrait maintenant demander que ça le soit davantage. Parce que ne pas reconnaître l'effort qui est fait, c'est un peu comme si on est là et puis c'est tombé et puis bon voilà, c'est quelque chose qu'on méritait. Moi je pense que au-delà, ce qui est fait, il faut d'abord le reconnaître. Maintenant demander en fonction des recettes, des ressources dont l'État va disposer, à ce que cela aille davantage plus loin. Et c'est cela que moi j'ai salué un peu dans le discours du chef de l'État, avec notamment les détails qu'il a donnés, parce que il est venu, et c'est ça même qui a fait justement la longueur du discours, une longueur à laquelle on n'était pas forcément habitué, parce que il a pris le soin de donner des détails sur certains corps de métier, sur le point qui sera fait, sur la différence qu'ils vont observer à partir de décembre 2022. C'est très important parce que beaucoup avaient spéculé sur la question. Est-ce que la revalorisation sera effective en 2023? J'ai même vu ce mercredi dernier, j'ai même vu un journal Matin Libre qui a titré, qui a mis à sa une que la revalorisation sera probablement effective à partir de l'année 2024. Les faits sont là. La une du quotidien Matin Libre est là. Et donc, qu'on nous dise aujourd'hui que ça sera effectif à partir de décembre 2022, je pense que c'est un ouf de soulagement, c'est un grand pas de fait. Et moi, ce que j'ai surtout salué, c'est les détails que Patrice Talon a donné. Je voudrais revenir sur certains aspects. Quand il dit, par exemple, que la sage-femme qui aujourd'hui gagne 144 000 francs CFA, gagnera à partir de fin décembre 182 000 francs CFA. 144 000 et 182 000, ce n'est pas la même chose. Elle a quand même une marge. Ça fait 42 000 de plus. Non, c'est que oui, allez-y. Oui. Je suis en train de dire qu'on pouvait faire de sorte que ça impacte directement l'indice salarial. Que ces mesures impactent directement l'indice salarial. Donc, moi, j'ai apprécié la démarche. Tout à l'heure, j'ai apprécié la démarche pour dire que c'est une très bonne démarche. C'est une pensée très bonne. Mais il fallait faire en sorte que, par exemple, quand je me repère un peu, autant que vous m'excusez, que autant Yahi, il a fait la revalorisation ici dans ce pays à hauteur de 25%. 25%, quand on calcule, celui qui est peut-être à 100 000 doit se retrouver banalement à 125 000. Donc, mais il a agi sur la grille salariale, voilà, la grille salariale. Et quand c'est comme ça, tu vas à la retraite. Parce que celui qui est en activité ira à la retraite. Celui qui est aujourd'hui en activité, qui bénéficie de ça, ira à la retraite. Et dès qu'il est à la retraite, il n'a plus ces avantages-là. C'est un peu comme prime. Moi, je vais l'exprimer en termes de prime. Donc, c'est des primes ajoutées au salaire des fonctionnaires aujourd'hui. D'accord. En fait, ce que moi je voudrais dire, c'est que oui, vous avez pris l'exemple du régime Yahi. Au temps de Yahi, il n'y avait pas le conflit russo-ukrainien. C'est juste une petite parenthèse. Et chaque gouvernement évolue en fonction de la conjoncture qu'il a en face.
Vous voyez, au temps de Yahi, on n'avait pas connu le litre d'huile végétale à 1500, 1600. Donc voilà, c'est des réalités. Moi, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas là-bas dans les secrets, mais c'est des réalités. Quand on essaye un peu d'en tenir compte, eh bien, on sent un peu la souffrance qu'on peut avoir, même quand on est chef de l'État et qu'on a la bonne volonté de revaloriser les salaires. On est quand même légèrement handicapé par les réalités du moment. Parce qu'il ne faudrait pas augmenter juste pour le plaisir d'augmenter. Même nous-mêmes, en tant que chefs de famille, dans nos maisons, dans nos différents ménages, on sait quelles difficultés on a aujourd'hui à sortir l'argent. Quand vous sortiez 1000 francs sous Yahi et qui permettait peut-être d'acheter 2 ou 3 choses, les mêmes 1000 francs sortis aujourd'hui n'achètent plus les 3 choses. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Quand on prend la situation sous ce prisme-là, quand on la comprend de cette façon, on se rend compte aisément que oui, le gouvernement est limité dans sa volonté de faire du bien à son peuple. Mais déjà, ce que je disais, c'est que cette revalorisation, cet avantage que les fonctionnaires ont étant en activité, ils doivent aussi préparer leur retraite. On ne va pas espérer une revalorisation à la retraite ou bien jusqu'à la fin de sa vie. Je suis désolé. Il faut, à partir de là, essayer de préparer sa retraite pour que dans les vieux jours, on puisse quand même se sentir à l'aise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas revaloriser pour revaloriser. Moi, j'estime qu'il y a un effort qui est fait. Et en fonction de la résilience que le peuple béninois tout entier, avec son gouvernement, auront à observer d'ici les prochaines années, eh bien, pourquoi ne pas observer une autre revalorisation? Parce que ne l'oublions pas, chaque revalorisation a des impacts sur le budget national et sur le fonctionnement des registres financiers. Et donc, quand c'est revalorisé, c'est que ça l'aide d'office. On ne revient plus en arrière. Et donc, en prévision à tout ceci, c'est quand même important d'observer la résilience et de savoir que l'effort qui est fait mérite d'être pérennisé. Maintenant, pour en revenir, je voudrais quand même dire que pour certains corps de métier, qu'a évoqué le chef de l'État, il y a que l'aide-soignante qui passe de 82 000 francs aujourd'hui à 123 000 à fin décembre. Parce que quand on ne donne pas les chiffres aux auditeurs, on a l'impression d'être peut-être sur les nuages. Non, là, c'est du concret. Quelqu'un qui gagne 82 000 francs aujourd'hui et qui, à fin décembre, va recevoir un salaire de 123 000 francs, vous voyez, quand on fait la différence, c'est quelque chose de consistant. Il pourra quand même mieux préparer les fêtes de fin d'année. Quand je prends l'agent de police qui aujourd'hui gagne 111 000 francs CFA et qui passe à 150 000 francs à partir de fin décembre, quelqu'un d'autre, un soldat qui aujourd'hui a 91 000 et qui va passer à 133 000 à partir de fin décembre 2022. L'instituteur en milieu de carrière qui aujourd'hui gagne 112 000 francs CFA et qui à partir de fin décembre va passer à 150 000 francs CFA. Autant de chiffres qui nous montrent que quelque part il y a quelque chose de concret qui est venu s'ajouter au salaire des fonctionnaires. Dire le contraire, c'est ne pas vouloir voir la vérité en face, et moi je ne m'inscris pas dans ça. Maintenant, l'autre débat qu'on pourrait faire, c'est le débat des privés. C'est là que ça m'intéresse, parce que justement, le chef de l'État n'a pas manqué d'envoyer une brèche au niveau des promoteurs d'entreprises privées, des chefs d'entreprises privées, pour que cette revalorisation qui est actée, qui sera observée au niveau des fiches de paie à partir de fin décembre 2022, le soit également dans la mesure du possible au niveau des privés, parce que, moi je le dis, nous sommes tous égaux, nous sommes tous traités de façon égalitaire sur le marché. Quand nous allons par exemple au marché d'Antokpa, le produit qui coûte 100 francs ne l'est également tant pour le travail du public que pour le privé. La bonne dame, quand vous allez la voir, vous demandez, bon, vos tomates sont à combien? Elle ne dit pas, bon, vous êtes du public, c'est 200, vous êtes du privé, c'est 50 francs. Non, elle vous dit le prix, et selon que vous soyez du public ou du privé, vous êtes soumis à la même loi. Donc, je pense que dans le privé, les promoteurs, les chefs d'entreprise doivent aussi faire un effort conséquent pour essayer d'ajuster les salaires, histoire de permettre à nous tous d'avoir un assez équitable produit sur le marché, parce que là maintenant, ce sont les travailleurs du public uniquement qui vont se frotter les mains en espérant que le mois de décembre s'achève vite et qu'ils constatent ça sur leur fiche de paye. Qu'en sera-t-il de ceux du privé? Wait and see.
Ok, c'est vrai. Et je vous laisse vous répondre l'un à l'autre. Hein. Oui, allez-y seulement. Parce que oui, sur ce volet, moi-même je suis resté sur ma soie parce que si le chef de l'État est arrivé à satisfaire les agents du public, il pouvait aussi le faire. Mais comment peut-il le faire? Oui, il pouvait le faire parce que il a dit qu'il a réussi à obtenir du patronat une augmentation de 30%. Le SMIC est passé de 40 000 francs à 52 000. Bon, mais, oui, c'est-à-dire tel qu'il a fait dans le public, il peut aussi proposer ça au privé, au patronat. Il ne peut pas agir directement. Il ne peut pas agir directement, mais ça peut s'imposer. Il peut proposer et aussi avoir un système de suivi pour voir si effectivement si les entreprises sont en train de respecter au moins cette mesure-là. Donc là, franchement, le chef de l'État n'a pas... C'est vrai, il a fait pour les gens de la fonction publique, mais il devrait aussi penser aux gens. Ce que vous demandez, à supposer que le chef de l'État ait fait ce que vous dites et que les entreprises ne l'appliquent pas. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il devrait mettre... de quels moyens pour les y contraindre? Ici, c'est libéral. Et l'investissement est privé. Le chef de l'État ne peut que demander, ne peut que conseiller. Il ne peut pas imposer. Mais là, il aurait fait deux poids, deux mesures. Hein. Non, pourquoi deux poids, deux mesures, en tout cas. Vous avez parlé d'économie libérale. Et quand l'économie est libérale, il n'y a pas de dirigisme haute mesure. On peut avoir des cadres, on peut avoir des cadrages, mais... franchement, sur ce point-là, il vaut mieux ne pas chercher des pots au président de la République. Il a fait ce qu'il a pu. Maintenant, dans le privé, il y a ce qu'on appelle les délégués de personnel, il y a les syndicats aussi qui sont admis. Donc, aux travailleurs de demander, parce que le chef de l'État, lui, il est l'employeur des salariés, il est l'employeur des fonctionnaires, mais il n'est pas l'employeur des fonctionnaires du privé. C'est cela la difficulté. Et déjà que, et si vous le suivez très bien, il a dit, comme il a pu obtenir du patronat l'augmentation du SMIC, qu'il en soit ainsi aussi dans les entreprises. Oui, il a fortement conseillé la chose. Qu'est-ce qui fait que moi je suis en train de dire ça? Par exemple, quand nous prenons notre domaine, la presse, nous avons un code. Je suis en train d'oublier le nom. La convention collective. La convention collective. C'est vrai, il n'y a pas une structure de suivi, il n'y a pas de contrôle. Mais si au moins on peut aller dans ce sens, un peu comme la convention collective, ce serait bien. On saurait que il a fait une proposition quitte aux employeurs. Il vous appartient à vous, quitte aux employeurs de respecter ou pas. Journalistes, professionnels des médias, à travers vos structures fêtières, de dénoncer cette convention-là pour qu'on puisse avoir une nouvelle. Justement, dans le privé de l'autre côté, il peut avoir cette convention et les gens, les travailleurs du privé aussi peuvent dénoncer s'ils sont sous-payés ou mal payés. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, ce que je disais, le chef de l'État devait tracer le sillage dans lequel le privé, c'est-à-dire Mais il a fait, puisque à partir de relèvement du SMIC, c'est déjà un signal qu'il lance au privé. Et ça, il l'a négocié personnellement avec le patronat. Ok, si c'est ça, c'est bon. Nous allons passer à un autre point quand même sensible du discours du chef de l'État, c'est quand même le volet santé, où il a parlé de l'achèvement de l'hôpital de référence en construction à Boubé-Calavi. Moi, je connais un peu le site. Je ne suis pas entré, mais à voir un peu de l'extérieur l'ampleur des travaux qui s'y font, c'est quand même quelque chose de maus qui est en préparation là. Stanislas Amon. Oui, c'est très important de voir ce côté-là parce que vous savez, la santé n'a pas de prix. Et quand quelqu'un tombe malade, on sait toutes les prières qu'on fait, au-delà des dépenses que cela induit déjà pour que la personne puisse recouvrer sa santé. Et aujourd'hui, avoir un hôpital de référence, moi, j'ai l'habitude de dire que quand on parle de social, ce n'est pas que les moyens financiers mis à disposition de quelqu'un, mais c'est l'ensemble. Le social, pour moi, c'est l'ensemble des conditions qu'on met en place pour que le Béninois ou toute personne puisse mieux vivre, mieux se porter et mieux se sentir.
parce que vous êtes limité. Quand vous avez un simple palu et que ça vous chauffe, que vous ne puissiez pas sortir de votre chambre, vous voyez à quel point la santé est importante et capitale dans la vie d'un être humain. Quand vous êtes enrhumé ou grippé, que vous ne pouvez pas parler, que votre voix ne peut pas porter, que vous êtes obligé de faire des signes pour qu'on vous comprenne, c'est là que vous comprenez que la santé est vraiment capitale. Et donc, construire un hôpital de référence pour qu'on puisse avoir droit à des soins de qualité. Parce que l'hôpital de référence, l'une des solutions majeures que cela apporte, c'est de réduire surtout les évacuations sanitaires qui, par le passé, jadis, ont pesé lourd sur le contribuable. Parce que c'est vous et moi, c'est notre argent qui servait à évacuer des personnes vers l'extérieur. Et donc, quand on a cet hôpital de référence, ça va limiter les évacuations sanitaires qui, parfois aussi, osons le dire, étaient aussi fantaisistes à certains endroits. Et donc, cela ramène de la ressource parce que ceux-là qui vont y travailler majoritairement, même s'il y aura l'expertise étrangère, majoritairement ce sera des Béninois. Vous êtes sûr? Et Dieu sait. Oui, c'est pourquoi je dis, même s'il y aura des expertises est-ce que vous êtes sûr que le personnel béninois il sera en grand nombre, c'est-à-dire va dominer le personnel? Oui, le nombre, je ne saurais le dire, mais je peux être sûr qu'il y aura le personnel béninois. Il y aura des Béninois qui seront peut-être employés. Voilà, exactement. Mais je ne pourrais pas parler du pourcentage. La teneur de ce que j'apprends par rapport à cet hôpital, parce que ce sera vraiment, un hôpital à la pointe, capable même de recevoir des chefs d'État de la sous-région et même ceux de l'Europe qui désireraient venir se soigner en Afrique. Donc, ce sera vraiment un hôpital de très haut standing. Donc, à partir de cet instant, je pense que c'est ceux qui sont vraiment à la pointe de l'actualité médicale, les experts de renom, les experts des experts, on va dire. Oui, justement. En Parce fait, que la technologie qui sera, bon Dieu, peut-être qu'on aura notre compatriote Naoum, inventeur du robot soigneur, qui commencera vraiment à venir servir en Afrique dans son pays. Oui, la compétence béninoise, moi, je n'en doute pas, parce que prenez juste le simple exemple des bacheliers. Depuis que moi j'ai eu le bac, j'ai eu nombre de mes camarades de promotion dans le temps qui sont parmi les meilleurs, pour ceux qui ont fait la branche de la médecine, surtout dans leur spécialité, qui sont parmi les meilleurs, que ce soit en France, à Dakar, en Allemagne et tout. Donc, malheureusement, ils n'officient pas au Bénin. Oui, justement, parce que les conditions qu'on leur propose ici, voilà, le choix est vite fait. Regardons-nous en face. Voilà, donc c'est pour dire que nous ne manquons pas d'expertise. Il y en a. Nous avons de brillants médecins béninois qui officient à l'extérieur. Donc, si l'hôpital est construit et que les conditions sont mises, eh bien, la compétence, ils vont peut-être revenir dans leur pays parce qu'ils auront quand même le terrain sur lequel exercer leur domaine de compétences. Donc, j'estime que c'est une bonne chose. Mais l'autre chose qui me reste, arrête, qui me reste au travers de la gorge, c'est que le Béninois moyen ne pourra pas aller se faire soigner dans cet hôpital. Oui, c'est un hôpital de haut standing, vous l'avez dit, donc c'est pas réservé à tout le monde. C'est quand même terrible. Non, je vous prends un exemple de nos marchés, par exemple. C'est un peu comme le marché d'Antokwa et les supermarchés. Tout le monde ne va pas dans les supermarchés. Déjà le marché Gary. Tout le temps. Voilà, déjà le marché Gary, merci beaucoup. Ceux qui vont à Antokwa ne vont pas forcément. Voilà. En fait, on va devoir en souffrir parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'accès ne sera pas forcément équitable à tout le monde parce que le niveau, ce n'est pas la même chose. Voilà, quand on parle de supermarché, Erevan, beaucoup prennent pas devant, mais n'osent pas entrer. Ça, c'est un petit peu de pub. Bon, voilà, en parenthèse. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, sur ce volet sanitaire, moi, c'est vrai que c'est un hôpital de haute standing, comme vous venez de le dire. Et la question est venue à point nommé, je vais dire. Parce que moi, par exemple, je ne peux pas aller me faire soigner dans cet hôpital-là de référence. Donc, ce que je vais peut-être souhaiter demander au gouvernement est que il faudrait qu'on envoie aussi de ces compétences-là dans les centres de santé d'arrondissement, tout au moins, ou dans les centres de santé communaux. Donc, voilà, tout le monde ne peut pas aller là. Même quand on dit Zoka et autres là, ce n'est pas tout le monde qui va là-bas. C'est pas tout le monde qui va se faire soigner là-bas. Donc, il faudrait que, au niveau même des centres de santé d'arrondissement,
on équipe ces centres de santé et qu'on envoie de personnel qualifié. De personnel qualifié pour quand même essayer de régler ce problème au niveau de notre pays. Donc voilà ce que je voudrais dire par rapport au volet santé évoqué par le chef de l'État. Zachary Gambo, je ne sais pas si vous avez suivi le chef de l'État dans sa chute, dans la dernière partie de son discours. Bon, comme je le disais en début de mes je vous dirai voilà. Ce qu'il a dit. Il a salué particulièrement la 8e législature. Oh là là. Parce que pour lui, la 8e législature aura vraiment fait un travail de qualité. Parce qu'elle aura doté le Bénin de lois de qualité permettant un certain nombre de choses. Et le chef de l'État y a été vraiment particulièrement sensible. Oui, de sa position de chef de l'État, il ne peut que dire ça. Il ne peut que dire ça. Et moi, simple citoyen que je suis, je ne peux pas quand même applaudir c'est-à-dire cette représentation nationale de la 8e législature. Pourquoi? Je ne vais pas le faire parce que d'abord, je ne vais pas remonter l'histoire. Non, je ne vais pas remonter l'histoire parce que nous savons tous ceux qui sont là. Deux amis de la même chambre, de même chambre se mettent ensemble pour quand même, comment disons, bon, je manque de mots pour m'exprimer parce que je risque d'aller très loin dans ce que je dis. Donc, le chef, dans sa position, lui ne peut que dire ça. Parce que je connais des chefs d'État qui n'ont pas été d'accord avec l'Assemblée qui les a accompagnés pendant qui les a accompagnés pendant leur mandat. Justement, lui, c'est les personnes de la même chambre. Le chef de l'État et les députés sont de la mouvance présidentielle et les députés qui sont là sont de la mouvance présidentielle. Donc, il ne peut pas faire quelque chose dont le chef de l'État ne peut pas être contre. Pourquoi? Non. Un député avant de faire quelque chose, député est libre, non? Non, le député est libre, mais pas aussi libre que pas aussi libre que nous. Vous le savez que moi, que les députés ne sont pas aussi libres que ça. Aujourd'hui, sous talon. On a mis les armes sur. Non, on ne peut pas proposer quelque chose sans qu'il ne sache pas d'avance ce qui est en train d'être proposé. Ça là, c'est vrai. Qu'est-ce que vous révélez là? Alors. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Nous avons vu des lois passer ici. Donc. Nous avons vu des lois passer ici. Des lois sont votées, des lois. Quand je prends peut-être certains articles du code électoral, eux-mêmes ils sont en désaccord avec ce qu'ils ont voté. Alors que dans le temps. Vous en avez eu, vous? Qui a voté une loi et après qui a dit le contraire? Mais nous sommes tous dans le pays. Ça, je n'aime pas cette façon de parler du Béninois. Qui laisse sous-entendre des choses, mais qui ne veut pas apporter les preuves. Non, en tout cas, moi, je n'ai pas les preuves de ce qu'il avance, donc je ne dis que ce que je peux expliquer après. Voilà, donc je n'ai pas les preuves de ce qu'il avance. Ce que je sais, c'est que le chef de l'État a salué l'apport conséquent et qualitatif de cette mandature finissante qui a contribué quand même au vote de plusieurs lois au profit des Béninois. Stanislas à moi, oui. De vous à moi. Vous savez très bien le nom de cette assemblée, de cette 8e législature. Assemblée monocolore. Oui, alors, monocolore, c'était le à la coloration de qui? Non, vous savez, assemblée... C'est cette coloration qui vient quand même reconnaître la fidélité de la mission. Non, vous savez, tout chef d'État qui est en fonction veut toujours avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même vous, demain, je vous le souhaite, quand vous serez chef d'État, vous n'allez pas vouloir avoir Non, attendez, j'en viens. Vous allez vouloir avoir une Assemblée majoritaire. Pourquoi? Pour vite faire passer vos réformes, parce que vous avez des ambitions pour votre pays. Donc nous sommes dans le même cadre. S'il est advenu que... Mais quand on en arrive justement, à avoir toute une assemblée active à votre cause... S'il est advenu par une situation ou par une autre qu'on a tous déploré dans le temps,
que l'Assemblée nationale soit composée je ne suis de pas tous sûr les que députés. Je ne suis pas sûr que vous tous les l'ayez députés déploré en son temps. Oui, tout à fait, je l'ai Je ne suis pas sûr. je l'ai déploré en son temps. Il est advenu pour une situation que, bon, c'est comme ça, travaillons à changer les choses parce que je rappelle que le chef de l'État a reconnu qu'il y aura quand même la compétition pour le 8 janvier et que les élections qui s'annoncent seront inclusives. Et il a été particulièrement sensible à ça. Voilà, il a été particulièrement sensible à ça. Donc, je pense que, voilà, ça va être corrigé. Mais tout chef d'État qui est là a besoin d'une majorité pour vite faire passer ses actions. Mais pas de toute l'Assemblée. Ce n'est pas... oui, si par un moyen c'est venu comme ça, eh bien, on prend et on espère que les choses... C'est le Saint-Esprit qui a opéré. On espère que les choses vont changer d'ici le 8 janvier. Moi, j'y tiens. Voilà, les démocrates, par exemple, à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Merci vraiment, chers confrères. Merci à Zachary Gombo qui, pour la première fois, a poussé les portes du point 7. J'espère qu'il ne va pas les refermer définitivement derrière lui. Il va y revenir tant qu'il le voudra. C'est un à moi, c'est chez vous. Merci. Vous êtes dans cette émission un habitué. Le temps vous le permette, eh bien, vous serez toujours sur ce plateau. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Point 7, cette semaine, c'est dans l'histoire. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodic Bibi, c'est le pied.